cette question des termes, là, c'est un peu délicat parce qu'ils sont tous très connotés. Je crois que j'aimais bien au départ le terme zététique quand j'ai découvert. Et puis finalement, je me suis aperçu que pour la plupart des gens, zététique, ça ressemble pas mal au titre d'une secte plutôt qu'autre chose. Du coup, j'en suis un peu revenu, j'aime plus trop. Moi, je t'avais dit, à l'université où je travaille, j'avais essayé de lancer un cours de zététique que j'avais appelé comme ça. Ça a beaucoup fait rire, mais ça n'a pas tellement convaincu, à vrai dire. Et je pense qu'un cours de développement de l'esprit critique ou méthodologie scientifique, ça serait beaucoup mieux passé. Peut-être que ça serait passé tout court même. Donc zététique, je sais pas trop. Je suis pas tellement convaincu, c'est pas clair, personne comprend ce que ça veut dire. Quand on va chercher, on a l'impression que c'est un vieux mot de la philosophie. Ça a été repris par un mathématicien ancien aussi, mais ça, quand on lit, ça fait un peu mystique. Ça a été repris pour désigner l'algèbre en fait, par un mathématicien dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui disait avec l'algèbre on va pouvoir aller vraiment au fond des choses et comprendre les causes premières, et c'est ça la zététique. Donc zététique, je ne suis pas vraiment fanatique. À part zététique, il y avait donc sceptique. Moi je participe à un balado qui s'appelle Scepticisme scientifique. Au début, donc le titre pareil me plaisait beaucoup, jusqu'à ce que j'ai une discussion avec un collègue philosophe qui a trouvé aussi très amusant le titre Scepticisme scientifique, parce qu'il dit que les deux sont contradictoires. On ne peut pas être à la fois sceptique et scientifique, puisque en science on prône une approche de la réalité et que le sceptique doute de tout par principe. Donc en particulier il doit douter aussi de la méthode scientifique, sinon on n'est pas sceptique. Et donc en discutant avec lui de quel terme pourrait remplacer scepticisme scientifique, il m'a proposé rationalisme critique. Ça c'est pas mal. Donc il y a critique, c'est-à-dire qui évoque l'idée qu'on ne va pas tout accepter, qu'on va tester, ce qu'on retrouve un peu dans le terme zététique, qui me plaît bien. Et rationalisme, moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'il fait appel à la raison normalement. Alors pour certains, je sais que c'est connoté négativement rationaliste, puisque maintenant c'est quasiment un synonyme de scientiste. Et rationaliste, c'est quelqu'un qui ne jure que par la science et qui pense que la science peut tout. Alors, je crois qu'il y a une différence importante à faire, mais qui est malheureusement pas faite par tout le monde, d'où les confusions entre les deux, entre le scientisme véritablement qui consiste à dire que la science va répondre à toutes les questions, et puis ce que moi j'appelle le rationalisme, qui consiste à dire que là où la science a son mot à dire, et uniquement là, la science est le meilleur moyen pour répondre. C'est pas du tout la même chose. À l'AFIS, par exemple, dont je fais partie, Association française pour l'information scientifique, on est très souvent taxé de scientisme. Nous, on se définit comme rationaliste, et on n'a jamais eu dans l'idée qu'on allait pouvoir traiter tous les sujets, savoir ce qu'il faut faire, pour qui il faut voter aux élections, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, toutes les questions morales, ça ne relève absolument pas de notre champ. Et puis même le domaine des religions, on en parle très peu, alors sauf exception, c'est-à-dire quand des questions ou des idées religieuses ont des implications concrètes, donc par exemple si on parle des miracles à Lourdes, là la science a quelque chose à dire, mais simplement dire s'il existe un Dieu ou pas, on a eu des débats là-dessus, mais on a fini par considérer que c'était pas notre champ, que c'était hors de la science, à partir du moment où on imagine un Dieu qui n'a aucun effet sur le monde qu'on peut observer. Voilà, donc finalement dans tout ça, ce que je préfère c'est plutôt rationaliste, tout en me rendant bien compte que certains le comprendront comme scientisme. Oui, alors on est presque tous d'accord pour dire qu'on est rationnel. À peu près tout le monde se dit rationnel autour de moi, y compris ceux qui ont des superstitions qui nous paraissent nous irrationnelles. D'ailleurs, quand on est rationaliste, au sens où moi je l'entends, on paraît irrationnel pour plein de gens, qui me disent vous avez une foi irrationnelle en la science. Il y a plein d'exemples où la science a trompé les gens, il y a eu des fraudes scientifiques, il y a l'affaire du tabac. Pendant très longtemps, on savait que le tabac donnait le cancer, et puis la science affirmait le contraire, par exemple. Et c'est vrai. Et donc il dit c'est irrationnel de croire la science comme vous le faites, vous êtes aveugle, naïf. Et du coup, la question de la rationalité se pose. Alors je crois qu'il faut distinguer, d'ailleurs plusieurs sortes de rationalité ont été distinguées par les auteurs, mais il faut distinguer en tout cas
il me semble, rationnel dans deux sens complètement différents, selon qu'on dit qu'une croyance est rationnelle, ou selon qu'on dit que faire quelque chose ou croire quelque chose est rationnel. Habituellement, si je dis, par exemple, croire en l'homéopathie est rationnel, ce que je veux dire, c'est que le fait de croire en l'homéopathie, ça peut me rapprocher de mon but. Ça, c'est une définition, on va dire, à peu près consensuelle et objective de la rationalité. Ce serait que être rationnel, c'est agir pour s'approcher de son but. Donc si ce qu'on fait nous rapproche de notre objectif, on est rationnel. Et si mon but, c'est d'avoir moins mal, par exemple, il y a l'effet placebo, qui marche très bien, mais l'effet placebo, ça marche mieux si j'y crois. Et donc, on pourrait dire, croire en l'homéopathie, c'est rationnel, de ce point de vue-là. Parce que si je prends l'homéopathie, je vais moins souffrir. Donc c'est rationnel. De même, peut-être que croire en Dieu, ça rend plus heureux. Et si notre but dans la vie, c'est d'être heureux, croire en Dieu, ça peut être aussi rationnel. Par contre, si on dit la croyance en l'homéopathie est irrationnelle, ce que moi j'aurais tendance à dire, ce qu'on veut dire par là, c'est pas que croire en l'homéopathie est irrationnel, c'est dire que croire en l'homéopathie est irrationnel si notre objectif est de connaître la vérité du monde. Donc c'est dans une démarche de type scientifique, on essaye de comprendre le monde, de trouver le comment ou le pourquoi, une grande question, est-ce qu'on cherche le comment ou le pourquoi. Si c'est ça notre objectif, alors croire en l'homéopathie est irrationnel. Donc moi je suis d'accord pour dire à la fois que l'homéopathie c'est irrationnel, la croyance en l'homéopathie est irrationnelle, et il est rationnel de croire en l'homéopathie. Alors il me semble, là je suis Jacques Van Riller, hein, comme ça je suis couvert, il me semble déjà que parler de la psychanalyse maintenant, c'est un peu gênant qu'il faudrait parler des psychanalystes, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Peut-être que ce qu'il y a de commun à toutes les théories psychanalytiques, c'est l'idée d'un inconscient, mais c'est un inconscient spécial, parce que là il y a beaucoup de débats entre les psychanalystes et les psychologues scientifiques. Les psychanalystes disent la science a validé l'existence de l'inconscient, et donc ça valide la psychanalyse, puisque l'inconscient c'est vraiment le cœur de la psychanalyse. On va chercher des processus inconscients, des pulsions inconscientes, etc. Alors, je crois que la grosse différence entre l'inconscient au sens scientifique et l'inconscient au sens de psychanalyse, c'est que l'inconscient scientifique, c'est simplement un ensemble de processus inconscients auxquels on n'a pas accès. Il se passe plein de choses dans notre tête, et on ne sait pas ce qui se passe. Même quand on a peur, par exemple, c'est des choses qui ont été démontrées, y compris par la biologie. Quand on a peur d'un rat, d'une araignée, selon le cas, en fait, on a peur avant que l'image arrive à notre conscience. Voilà, alors, si on met ensemble tous ces processus inconscients, on peut donner un nom, appeler ça l'inconscient. L'inconscient de la psychanalyse, c'est complètement différent, c'est une autre personne à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas seulement un ensemble de processus, on pourrait prendre l'image informatique, c'est pas un ensemble de processus qui court derrière sans qu'on ait conscience, c'est vraiment quelque chose qui aurait des sentiments, des désirs, etc., qui nous cache des choses volontairement, enfin, des choses comme ça. C'est peut-être ça qui fait l'unité de toutes les psychanalyses. Après, il y a de grosses différences entre la psychanalyse freudienne, où tout repose sur le sexe, la psychanalyse de Lacan, où le truc principal c'est le langage, ou d'Adler, qui est obsédé par les complexes de supériorité, d'infériorité, etc. Alors, ben justement, on est en train de regarder ça, un merveilleux livre, le Dictionnaire des rêves, qui est bon, c'est assez amusant ce qu'on voit dedans. Et alors, je disais en regardant ce livre tout à l'heure, que finalement, alors, ce qu'il y a dans ce livre, c'est une liste de mots. Donc, par exemple, ici, on a bobine. Le mot bobine, c'est un dictionnaire. Et à chaque mot, on a une interprétation, et on nous dit, si vous rêvez de ça, alors ça veut dire quelque chose, on va nous dire ce que ça veut dire. Alors, bobine, ça veut dire illusion de longue durée. Alors celui-là, je ne sais pas trop si on peut le tester, c'est peut-être pas un bon exemple. Boire de l'eau. Voilà. Si vous rêvez que vous buvez de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un nouveau-né dans la famille bientôt. Alors ça, je dis, voilà quelque chose qui pourrait tout à fait rentrer dans la psychanalyse. Sauf que ça, contrairement à la psychanalyse, c'est accessible à la science. Donc ça pourrait être scientifique. Pourquoi? Parce que boire de l'eau, un nouveau-né dans la famille, c'est très facile à vérifier. On demande aux gens chaque matin ce dont ils ont rêvé, et si on trouve des cas de gens qui ont rêvé qu'ils buvaient de l'eau alors qu'il n'y a pas de nouveau-né dans la famille,
et ben ça veut dire que c'est faux. Et c'est probablement faux du coup. Alors c'est pas scientifique parce que c'est pas validé, mais au moins c'est accessible à la science. Ce qu'on reproche à toutes les psychanalyses, c'est que les psychanalystes nous disent on peut interpréter des choses inconscientes, en général les rêves, pour rester dans le truc classique, ou des associations libres, on peut les interpréter, mais ces interprétations ne sont pas codifiées. On nous dit par exemple le blanc, on rêve d'un truc blanc, et bien selon le cas, ça veut dire vraiment blanc, ou alors ça veut dire noir, ou alors ça veut dire gris, ou alors ça veut dire, si on fait du lacanisme, ça veut dire un mot qui ressemble à blanc. Ça peut être le gland par exemple. Voilà. Pourquoi pas? Ça c'est tout à fait dans la lignée de Lacan. Ou grand, on peut faire un peu plus soft. Voilà, donc pour dire que du coup comme l'interprétation peut être n'importe laquelle, et qu'il n'y a aucune règle définie qui nous dise dans telle situation le blanc c'est du blanc, dans telle autre c'est du noir, que tout est laissé à l'appréciation du psychanalyste, évidemment ça fait que pour le même rêve, il y a plein d'interprétations différentes. Et que les psychanalystes retombent toujours sur leurs pattes, et on va vous dire, alors lui il a fait ces rêves-là, les mêmes que l'autre vous avez dit qu'il est dépressif, lui il est schizophrène par exemple, et on va dire oui mais c'est le même rêve, mais ça ne vient pas de la même chose, c'était déformé autrement. Donc dans le premier cas il fallait l'interpréter d'une certaine manière qui expliquait qu'il est dépressif, et puis dans l'autre il faut l'interpréter d'une autre manière qui explique qu'il est schizophrène. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut dire, je crois sans qu'il n'y ait plus aucun doute là-dessus, que la psychanalyse n'est pas scientifique. Donc parce qu'elle n'est pas réfutable. Alors je pense, en général il y en a d'autres. Disons que celui-ci c'est le premier qui a été discuté, en tout cas avancé par Popper, et donc il me semble que pour le cas de la psychanalyse c'est vraiment le principal. Sinon on peut regarder aussi la méthode utilisée, et en psychanalyse jusque très récemment, là ils sont en train d'essayer de faire des choses un peu différentes, mais jusque récemment la quasi-totalité des publications en psychanalyse ne suivaient absolument pas les règles de la science. C'est-à-dire on avait énormément d'études de cas, de discussions, c'est encore le cas quand on regarde les publications dites scientifiques par les psychanalystes, on a des témoignages, des descriptions de cas, et puis des généralisations abusives. Très rarement des études contrôlées, des choses comme ça. Or là normalement on est dans le domaine de la santé mentale, et comme dans tout ce qui concerne la santé, il y a des méthodes quand même qui sont bien établies, qui permettent de déterminer si une méthode est efficace ou pas. Donc c'est ça qu'il faudra utiliser. Voilà. Alors pour dire à quel point les psychanalystes sont assez éloignés de la méthode scientifique, peut-être, il y a un exemple tiré du livre noir de la psychanalyse, d'une psychanalyste, je ne sais plus son nom, qui apparemment a pignon sur rue en France, qui concluait la fin d'un de ses articles sur la psychanalyse en disant « Les statistiques ne trouvent pas que la psychanalyse est efficace, ça c'est vrai, mais nous n'avons pas besoin de statistiques parce que nous constatons chaque jour que la psychanalyse est efficace dans notre pratique. » Donc ça c'est à l'opposé de la démarche scientifique. La démarche scientifique c'est de douter des témoignages de ce qu'on croit observer parce qu'on est bien conscient qu'il y a tout un tas d'illusions qui peuvent nous tromper, et d'accorder beaucoup plus de poids aux études contrôlées. Il y en a eu quand même des études contrôlées, hein, c'est pas, là je dis en général la psychanalyse n'est pas du tout dans la méthode scientifique. Il y a des gens qui essayent de faire le lien, soit peut-être pas de la psychanalyse, mais aussi des psychanalystes qui essayent de faire le lien entre la psychanalyse et puis une approche scientifique des choses, mais en général ça ne fonctionne pas. Ils font des études contrôlées et ils trouvent que la psychanalyse ne fonctionne pas. Quand on dit ne fonctionne pas, ça veut dire ne fonctionne pas mieux qu'une thérapie placebo. Parce qu'il y a toujours un effet non spécifique, on dit pour les psychothérapies, donc ça fonctionne quand même. C'est-à-dire les gens qui vont en psychanalyse, en général, vont mieux après. Mais ils ne vont pas mieux que s'ils avaient été simplement voir quelqu'un qui n'a aucune formation en psychologie et qui aurait simplement discuté avec eux, avec empathie, en étant sympathique. Voir des amis, c'est aussi efficace. Ouais. Oui, effectivement, j'aurais dû faire la distinction entre la partie qui n'est pas réfutable dans la psychanalyse, c'est cette idée, mais c'est important parce que c'est vraiment une idée centrale, c'est cette idée qu'il y a un inconscient, qui est une autre personne à l'intérieur de nous et qui peut faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire transformer nos pulsions pour qu'on ait des rêves qui disent blanc pour blanc ou noir pour blanc. Mais après, il y a aussi toutes sortes de prétentions de la psychanalyse qui sont testables. Et alors c'est d'autant plus facile à tester, en tout cas si je prends la psychanalyse freudienne, que dans la plupart des cas, on nous annonce des résultats universels, ça doit marcher à tous les coups.
Par exemple, on nous dit telle maladie mentale, je ne prends pas d'exemple pour éviter précis pour éviter de me tromper, mais on nous dit telle maladie mentale est nécessairement due à une dépression de la mère, par exemple. Alors si on nous dit ça, ou un problème sexuel avec les parents. Si on a un truc comme ça, il suffit de trouver un exemple où ça ne marche pas. Donc on peut prouver que la mère a pas eu de dépression, par exemple il n'y avait pas de mère, et puis on observe quand même la maladie, le trouble après coup. Donc ça prouve que c'est faux. Il y a plein de choses testables, et puis de manière plus générale, la question de l'efficacité. On dit la psychanalyse c'est efficace, ça veut dire que si on est dépressif et qu'on fait une psychanalyse, on ira mieux après. Si c'est faux, et ça c'est facile à tester, et ça a été testé, et ça ne marche pas, si c'est faux, ça veut dire que la prétention de la psychanalyse à soigner les dépressions est illusoire. Il y a pas mal de psychanalystes qui s'en sortent en disant que le but de la psychanalyse n'est pas de soigner, c'est pas pour que les gens aillent mieux, c'est simplement pour mieux se comprendre, avoir une vision de soi, etc. Et que éventuellement, parfois, la guérison intervient de surcroît, comme un cadeau supplémentaire en plus du plaisir de se comprendre. Voilà. Mais donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont réfutables, et souvent réfutées dans la psychanalyse, mais la partie qui est irréfutable est quand même vraiment centrale, c'est vraiment la base de la théorie, et c'est pour ça que c'est important. J'en connais aucune. Alors il faudrait dire ce qu'on appelle une hypothèse spécifique de la psychanalyse. Il se peut que, mais là il faudrait demander à un historien plus calé que moi là-dessus, mais il se peut que des psychanalystes aient eu des intuitions qui ont été testées et validées. Mais si c'est le cas, ce qui se passe, c'est que la psychologie scientifique les accepte. Quand on a une idée, par exemple une idée qui ne vient pas de la psychanalyse, mais qui aurait pu, c'est cette idée qu'il y a des processus inconscients, qu'on n'a pas conscience de tout ce qui se passe dans notre tête. Cette idée-là, que ça vienne ou non de la psychanalyse, ça ne change rien, on la teste, on la vérifie, maintenant c'est dans la psychologie scientifique. Donc, en tout cas aujourd'hui, il n'y a rien de validé qui soit accepté par la psychanalyse et refusé par la psychologie scientifique. Il y a tout un tas de concepts, d'idées de la psychanalyse qui sont maintenant rentrés dans le langage courant, qui sont vraiment des idées admises par à peu près tout le monde. On entend parler de complexe d'Oedipe à propos de tout et n'importe quoi. Alors ça, je le mettrais peut-être pas dans les idées qui ont le plus d'impact, parce qu'en fait, on ne met pas grand-chose derrière, à part que, disons que la version popularisée du complexe d'Oedipe, c'est simplement que les petites filles préfèrent leur papa et les petits garçons préfèrent leur maman en général. Et ça, c'est vérifié par la psychologie scientifique. Sauf que c'est en général, c'est pas tout le temps. Et puis c'est préfère, c'est pas envie de coucher avec aussi, il y a quand même une petite distinction. Mais bon, donc ça c'est vérifié, je dirais, mais comme c'est dans une forme un peu arrangée, du coup c'est plus en contradiction avec la science. Peut-être qu'une idée reçue, qui a été remise en cause assez récemment par la science, et qui est vraiment une idée reçue, c'est celle que si on a eu un grave problème, un traumatisme, le fait d'en parler c'est bien. Et en fait ça a été remis en cause récemment, et il semble que dans certains cas c'est pas bien d'en parler, et il vaut mieux pas. Voilà, donc le fait de verbaliser, de ressasser, en fait, ça peut être au contraire contre-productif. Alors c'est pas dans tous les cas, il y a des discussions là-dessus, mais enfin c'est une idée qui vient, je pense, de la psychanalyse, et qui est bien ancrée dans les têtes. Une autre idée, peut-être, que je retrouve assez souvent dans ma famille, par exemple, c'est cette idée assez étrange, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment on peut tester ça, que le nouveau-né n'a pas conscience d'exister comme un individu et qu'il croit qu'il est une seule unité avec sa mère. Enfin, on en a beaucoup entendu parler à propos de l'autisme chez les psychanalystes, qui nous dit que c'est ça le problème de l'autisme, c'est que l'enfant est collé à sa mère, il imagine qu'il fait un seul tout avec sa mère et que du coup il faut lui faire prendre conscience du fait qu'il a une frontière qui est sa peau. Et par exemple, on dit, comme il n'est pas capable de savoir qu'il a une peau, et ben on va faire du packing, c'est-à-dire l'enrouler dans des draps mouillés, pour qu'il sente sa peau et qu'il se construise une représentation de sa frontière, pour comprendre que lui, c'est lui, et que sa mère, c'est quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a pas du tout de validation scientifique de cette hypothèse, c'est complètement hypothétique, et pourtant beaucoup de gens pensent que c'est validé par la psychologie scientifique. Ça, j'en ai rencontré pas mal. Donc c'est un deuxième exemple. Ça me semble être les deux plus frappants. Le refoulement, juste. Ça, c'est... Oui, bon, des psychologues scientifiques qui ont vraiment étudié la question arrivent à la conclusion qu'en fait, le refoulement, c'est un mythe, ça n'existe pas.
Alors le refoulement, il faut bien faire la distinction, c'est peut-être ça le problème, c'est que les gens ne font pas vraiment la distinction entre refouler et oublier. Hein, oublier, c'est l'oubli. On peut effectivement avoir vécu quelque chose de traumatisant et finir au fil des ans, parce qu'on n'a pas envie d'y penser, donc on évite d'y penser. Si on y arrive, ce qui se passe très souvent d'ailleurs, et qui est terrible, c'est que quand on a eu un traumatisme, on essaye de pas y penser, et on ne peut pas, c'est une pensée intrusive, on y pense tout le temps, on ressasse. Mais quand on arrive à ne pas y penser pendant assez longtemps, on finit par oublier. Au bout de quelques dizaines d'années, par exemple, on ne sait même plus si ça nous est vraiment arrivé ou si on l'a rêvé. Des choses comme ça. Ça, c'est l'oubli, c'est pas le refoulement. Le refoulement, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, c'est le petit bonhomme qu'on a dans la tête et qui est différent de nous, qui décide que c'est trop horrible et que donc on va cacher ça à la conscience. Et donc, par exemple, on a eu un traumatisme et puis d'un coup, pof, on a complètement oublié ce qui s'est passé l'heure d'avant. C'est un accident, une agression, et 5 minutes après, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et en réalité, ça s'observe quand il y a un traumatisme biologique, donc on nous tape sur la tête en nous agressant, là oui, on peut oublier, avoir une amnésie. Mais dans le cas contraire, on n'oublie pas, ça c'est complètement faux. Donc un oubli brutal qui arrive juste après un traumatisme, a priori c'est un mythe. En tout cas, c'est la conclusion des psychologues scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Et ça, c'est une idée bien ancrée, que le refoulement, donc vraiment, le refoulement brutal, est une réalité. Ah, alors les lapsus, c'est pas complètement faux, sauf si on dit que ça exprime des choses refoulées. Mais ce qui n'est pas faux, c'est que, et la psychologie cognitive explique ça très bien, hein, c'est qu'on va dire un mot à la place d'un autre, simplement. Alors, en psychologie scientifique, on parle souvent, on imagine un réseau sémantique avec tous les mots qui sont plus ou moins activés. C'est-à-dire que si vous êtes en train de penser à quelque chose, le thème correspondant est plus activé, et comme il est plus activé, c'est la définition de l'activation, il est plus accessible à la mémoire, etc. Donc un mot peut venir à la place d'un autre simplement parce qu'il est très activé. Il peut être activé parce qu'on a vu quelque chose juste avant, ou parce qu'on en a rêvé, ou que sais-je. Il peut aussi être activé parce qu'on a très peur de se tromper. Donc par exemple, on va faire un cours devant des gens qu'on ne connaît pas, ça nous stresse un peu, et on va parler du cercle circonscrit, et on a très peur de dire circoncis à la place. Alors du coup, quand on pense beaucoup à ce mot circoncis, on se dit voilà, il ne faut surtout pas que je dise ça, il est très activé parce qu'on y pense, et du coup on risque plus de le dire. Voilà, ça c'est vrai. Donc c'est pas complètement faux cette histoire de lapsus. Par contre, évidemment, s'il n'y a pas de refoulement, il n'y a pas non plus de lapsus qui révélera un refoulement. Donc c'est à moitié vrai, à moitié faux. Il faut enlever la partie refoulement. Ouais, Lacan a pas mal utilisé de thèmes mathématiques. Et alors tout ce que j'ai vu, c'est complètement creux, c'est vrai, c'est du verbiage mathématique. En fait, ce qui est assez déprimant, c'est que ça fonctionne si bien. J'ai discuté longuement avec un psychanalyste lacanien de ce problème, en lui disant je vois pas du tout l'intérêt, j'y allais doucement, hein, très diplomate. Hein. Je lui dis, bon, mettons, Lacan utilise des maths, je veux bien que ce soit pas faux, mais à quoi ça sert? Je dis normalement, quand on utilise des maths en sciences, c'est pour faire un modèle, pour pouvoir prédire quelque chose qu'on n'aurait pas pu prédire autrement, ou alors de manière plus rigoureuse. Donc je demande à ce psychanalyste lacanien, est-ce que tu peux me citer un exemple de truc qu'on peut trouver grâce aux mathématiques, ou préciser grâce aux mathématiques, qui ont été introduites par Lacan? Incapable. Je lui dis donc ça sert à rien alors de mettre des maths, c'est ça. Et là il m'a répondu, en bon lacanien, je ne peux que constater que de nombreux sachants s'intéressent à la question. Voilà. Donc ce qui veut dire que ça a forcément un intérêt, parce qu'il y a des gens qui sont très forts lacaniens et qui trouvent que c'est intéressant. Sinon, après, quand on regarde dans le détail ce qui se passe, alors il y a des exemples où ça ne veut rien dire. Par exemple, Lacan nous dit la névrose est un tort. Un tort, c'est un truc en forme de bouée. Bon, alors, il a dit ça dans une conférence, quelqu'un lui a demandé de préciser son analogie, parce qu'il ne comprenait pas. Lacan a répondu que c'était pas une analogie, c'était vraiment un tort. Bon, et ça en est bien avancé. Et il n'en déduit rien, hein. On n'apprend rien de nouveau sur la névrose grâce à ça. C'est juste creux. Après, il y a des cas comme la faille, je ne sais plus à propos de quoi, il parle d'ensemble compact, un truc comme ça. On va retrouver les références exactes, enfin. Donc il utilise un ensemble compact, c'est un truc bien défini en mathématiques. Hein. Et en fait, quand on lit son texte,
c'est dans un langage absolument incompréhensible, mais quand vraiment on fait un gros effort, on arrive à comprendre qu'en fait, il a collé la définition mathématique, il l'a transformée pour que ça devienne littéraire d'un ensemble compact, et donc il affirme que, je ne sais plus, c'est le désir ou la faille est compacte. Bon. Mais à la fin, là encore c'est creux, simplement il a refait la définition, donc il dit je fais des maths parce que je déclare que ça c'est compact, puis d'ailleurs j'écris la définition. Mais il n'y a rien non plus derrière. Et puis alors il y a des trucs complètement délirants, comme la formule de sexuation. C'est un très beau tableau qui plaît beaucoup à des psychanalystes qui travaillent là-dessus, qui s'interrogent parce que ça vient de Lacan, c'est forcément intelligent. Alors c'est un tableau qui propose d'un côté la partie homme, c'est à gauche, et de l'autre côté la partie femme, ce serait mieux si on l'avait sous les yeux. C'est un petit schéma avec quelques flèches. Alors, en bas du tableau, il y a ce schéma qui veut dire, a priori, si on a bien compris, que l'homme cherche le plaisir du côté de la femme, c'est l'objet petit a, seulement, et il a bien tort de faire ça, parce que la femme n'existe pas, ce qui est symbolisé par un la, qui veut dire la femme barrée, et puis la femme, elle cherche son plaisir du côté de l'homme, avec un truc qu'il appelle la fonction phallus, grand phi, ou on dit aussi fonction de castration. C'est-à-dire que, si on comprend bien, ça veut dire que le plaisir de la femme, c'est de castrer l'homme, et l'homme, qui est un grand naïf, essaye de chercher la femme qui n'existe pas. Alors ça, c'est la partie schéma, qu'en dessous, c'est pas vraiment mathématique, ça, à la limite, c'est rigolo, quoi. Mais au-dessus du tableau, il y a des formules de type logique. Et donc, par exemple, pour les hommes, on apprend « il existe x tel que phi de x ». Des choses comme ça, des petites formules. Ce qui veut dire qu'il y a au moins, si on prend ça, il existe x tel que phi de x, ça veut dire qu'il y a au moins un homme tel que phi de x. Donc, qui ait subi la castration, si on l'interprète comme ça, ou qui vérifie la fonction phallique. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux formules pour l'homme et deux formules pour la femme, que les deux formules pour l'homme sont logiquement contradictoires, c'est impossible d'avoir les deux en même temps, et pareil pour la femme. Donc mathématiquement, si on essaye d'interpréter ça, ça ne veut rien dire. On a deux choses contradictoires, c'est pas seulement creux comme avant, c'est impossible, juste impossible. Il affirme un truc et son contraire en même temps à propos de l'homme, et pareil pour la femme. Voilà, alors moi je crois vraiment que toutes ces choses-là, puis j'ai regardé un peu ce qu'il y avait d'autre, de manière générale déjà, on s'aperçoit que Lacan utilise systématiquement la partie des maths qui est à la mode et qui est rigolote. Donc, les torts, c'est marrant, c'est un truc en forme de bouée, il y a des histoires d'anneaux entrelacés, puis dès qu'on en enlève un, tous se détachent. C'est des petits jeux mathématiques, il a trouvé ça vraisemblablement soit en discutant avec des mathématiciens qui aiment bien les mathématiques récréatives, soit carrément dans un livre de mathématiques récréatives, mais c'est vraiment que ça. C'est assez rare qu'en science on ait besoin de mathématiques uniquement rigolotes. Pourquoi pas, mais vraiment l'impression que ça donne quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'il utilise ce que j'appelle d'habitude l'intimidation mathématique. C'est simplement mettre des formules pour faire croire qu'on est savant, parce qu'on a envie des maths. Voilà, ça impressionne beaucoup les gens dont le psychanalyste lacanien dont je parlais tout à l'heure. Ils avaient l'air assez impressionnés par toutes ces mathématiques qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils disaient ne pas comprendre, mais bon, ça l'impressionne et il est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Là-dessus. Ouais, comme il y a un débat, si on appelle ça, une bagarre même plutôt, en ce moment entre les psychanalystes et les psychologues scientifiques au sujet de l'autisme, les psychanalystes adoptent une stratégie de défense, on pourrait dire ça. Alors, ça se voit d'abord dans les enseignements. Alors, malheureusement, je n'ai pas de preuves, parce que c'est un témoignage que je rapporte, mais une étudiante de Paris 7 me racontait qu'à Paris 7, c'est une faculté où très très branchée psychanalyse, une des dernières, on peut espérer peut-être, en tout cas à Paris 7, un cours sur l'autisme disait grosso modo que l'autisme c'était bien de la faute de la mère, comme ce qu'on reproche à la psychanalyse, mais qu'il ne fallait pas le dire aux parents, parce que sinon les parents ne devenaient plus et que donc on ne pouvait pas soigner l'enfant. Donc autrement dit, une première stratégie de défense des psychanalystes, ça a été d'essayer de cacher, et c'est ce que semble révéler quand même l'affaire du film Le Mur avec Sophie Robert, c'est qu'ils essayent de cacher ce qu'ils pensent vraiment, parce qu'ils ont décidé que c'était pas une bonne idée. Ils sont d'ailleurs peut-être de bonne foi, c'est tout à fait possible qu'ils pensent simplement vraiment que c'est de la faute de la mère et que si on le dit à la mère, elle ne viendra plus. Et eux, ils se disent qu'ils veulent aider l'enfant, donc il faut qu'ils reviennent.
Donc ils sont peut-être de bonne foi, il n'empêche que du coup une stratégie c'est de cacher ce qu'ils pensent vraiment. Une autre stratégie, parce qu'on leur met quand même le nez sur les statistiques qui montrent qu'il y a des choses qui marchent avec l'autisme, qui sont d'ailleurs très rudimentaires. Ce qui marche, c'est pas dans l'idée, c'est pas des idées très complexes. On part simplement de l'idée que les autistes ont par exemple des difficultés avec le langage, et ben on les aide soit en leur apprenant le langage des signes parce qu'ils ne comprennent pas bien la parole. Alors on me citait, c'est encore un témoignage, mais une mère d'enfant autiste me disait que son enfant souvent regardait les gens parler, qu'il avait l'air intrigué, et puis qu'il faisait comme ça. Il essaie de reproduire les sons simplement en bougeant la bouche. Et donc, il a l'air en tout cas de ne pas comprendre comment il se fait que des sons sortent des bouches quand on les bouge. Et cet enfant en particulier, on lui a appris un peu un langage des signes, donc il apprend à faire des signes pour dire j'ai soif, etc. Et ça peut aider. Voilà. C'est le genre de choses qui marchent, donc qui sont assez rudimentaires, mais on peut les tester et on voit que ça marche. À l'opposé, la psychanalyse, c'est très profond, ça va très très loin, ça cherche les causes, etc. Mais ça ne fonctionne pas d'après les statistiques. Donc, quand on montre ça aux psychanalystes qui ne sont pas réfractaires aux statistiques, il y en a quelques-uns quand même, ce qu'ils utilisent assez souvent, et c'est très à la mode en ce moment comme stratégie, c'est de dire « Ok, la psychanalyse, ça ne marche pas. On est d'accord, on a bien vu les tests, ça ne marche pas la psychanalyse, mais c'est la psychanalyse toute seule qu'on a testée. D'un autre côté, vous avez, vous, des méthodes éducatives qui fonctionnent, ok, mais ne faire que ça, ce serait quand même pas bien, et le mieux, ce serait de faire quelque chose entre les deux. Un mix, on va faire à la fois les méthodes éducatives qui fonctionnent, et puis la psychanalyse qui ne fonctionne pas, ce sera ça l'idéal. Mais ça, il n'y a absolument aucun argument scientifique pour dire que mélanger quelque chose qui marche et quelque chose qui ne marche pas, ça marchera mieux que le truc qui marche tout seul. Donc il faudrait au minimum le tester, à supposer que ce soit vrai, on peut le tester. Mais je pense que s'ils ont adopté cette stratégie, c'est aussi parce que ça a des chances de fonctionner à cause de ce que moi j'appelle le sophisme du juste milieu, qui conduit à penser à chaque fois qu'on a deux opinions contradictoires que la vérité doit se situer entre les deux. Donc les gens entendent d'un côté les méthodes éducatives, ça fonctionne, ça c'est sûr, c'est vérifié scientifiquement, mais en même temps c'est assez superficiel. De l'autre côté on a des choses très théoriques, abstraites, qui sont censées être beaucoup plus profondes mais qui ne fonctionnent pas. Ceci dit, les gens qui utilisent cette méthode disent que ça marche quand même si ça ne se voit pas dans les stats. Et donc on se dit, la vraie bonne méthode, ça doit être quelque part entre les deux. Donc ça convainc pas mal de gens, ça, cette histoire que faire un mix finalement, c'est un compromis, quoi, on pourrait dire aussi sophisme du compromis, si on voulait. Oui, c'est ça, la psychanalyse reproche, là en l'occurrence c'est pas des TCC, hein, mais les méthodes éducatives, les psychanalystes reprochent à ces méthodes de ne pas aller au fond des choses, de traiter que les symptômes, comme tu dis. Le problème c'est que pour l'instant on ne dispose pas d'une méthode qui permet de traiter les causes, d'ailleurs on ne connaît pas exactement les causes, mais en tout cas il n'y a pas de méthode. Donc on a soit une méthode qui prétend traiter les causes et qui ne fonctionne pas, soit une méthode qui prétend traiter seulement les symptômes et qui fonctionne. Donc, dans un cas comme celui-ci, évidemment, il faut utiliser la méthode qui traite les symptômes. Si on ne sait pas guérir une maladie, mais qu'on sait traiter les symptômes, c'est le cas pour la maladie de Parkinson, il vaut mieux prendre des médicaments qui réduisent les symptômes que rien faire du tout, ou faire des choses philosophiques très compliquées qui n'ont aucun effet sur les symptômes. C'est toujours ça. Mais les gens qui travaillent dans les méthodes éducatives, avec qui je discute régulièrement, ne disent pas que c'est la panacée et que ça y est, on a trouvé ce qu'il fallait faire, il faut faire ça. Ce qu'ils disent, c'est pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux, donc c'est ça qu'il faut utiliser. Mais évidemment, il faut continuer à chercher quelque chose d'encore mieux, parce que c'est pas du tout idéal. Ça permet pas à tous les enfants autistes d'apprendre à parler. C'est efficace uniquement sur certains symptômes, ça les rend pas parfaitement heureux ni rien, mais simplement, ça permet au moins à la plupart des autistes, pas tous, d'arriver à avoir soit un langage oral, soit un autre type de langage, maintenant qu'ils puissent communiquer, et puis à arrêter de se faire des automutilations, par exemple, ce qui est quand même assez important. Alors d'accord, c'est que les symptômes. Le jour où on aura trouvé quelque chose de mieux, on l'utilisera, et je pense pas que tous les gens de ce courant avec qui je discute sont tout à fait ouverts à une méthode qui marche encore mieux. Oui, alors si on comprend, donc pas exactement ce que je veux dire, mais quand les psychanalystes disent il ne faut pas utiliser les méthodes comme ABA, Teach, etc. parce que c'est du dressage et nos enfants ne sont pas des animaux. Là, oui, c'est le sophisme de l'homme de paille, parce qu'il caricature en disant que c'est du dressage.
C'est pas du dressage, une méthode éducative, ça me paraît mieux. Et bon, même à supposer, mettons que ce soit du dressage. Est-ce qu'il vaut mieux faire du dressage, moralement c'est mal vu de faire du dressage, est-ce qu'il vaut mieux faire du dressage et obtenir un enfant qui arrête de se taper la tête contre les murs et de se couper avec un couteau, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire et puis laisser l'enfant se blesser? Je pense que même si c'était du dressage, de toute façon, ça ne changerait pas le problème. Les psychanalystes ont souvent, sur cette question en tout cas, tendance à déplacer le débat du côté de la morale. Alors la question c'est de savoir, est-ce que c'est efficace ou pas? On cherche un truc efficace. Est-ce que les théories qui sont derrière sont vraies ou pas? C'est une question secondaire qui est liée à la première. C'est pas la question principale. A priori, si la psychanalyse marchait et que la théorie était fausse, ce serait pas grave, parce que si ça marchait, on le ferait. Et donc c'est la question de l'efficacité qui nous intéresse, évidemment. Et eux, ils déplacent le débat sur la question morale. En disant c'est immoral d'utiliser vos méthodes parce que ça respecte pas les enfants, on prend les enfants pour des animaux avec vos histoires, etc. Mais c'est un déplacement du débat. Un des livres qui m'a le plus marqué, je crois, c'est Le singe en nous, de Franz de Waal. Franz de Waal, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des chimpanzés et des bonobos pendant des dizaines d'années. Il connaît très bien et il décrit dans ce livre le fonctionnement des sociétés, les deux chimpanzés et bonobos, avec des fonctionnements un peu différents. Et c'est vraiment très frappant de voir à quel point on est des singes, d'où le titre d'ailleurs. On fonctionne vraiment de la même manière. On voit des enjeux de pouvoir, chez les chimpanzés, il y a le mâle dominant, et puis les femelles qui sont moins, dans certains cas, parce que c'est des histoires, ils n'ont pas tous la même histoire évidemment, ces groupes, mais dans un cas, je me souviens de ça, le mâle dominant qui est plus fort que tout le monde, donc les femelles voudraient bien prendre le pouvoir, mais elles ne sont pas assez costaudes, et elles se mettent à plusieurs, elles font des ententes un peu pour réussir à gérer. Donc ça marche pas trop mal. Il y a des histoires de tromperie aussi, parce que chez les chimpanzés, on ne doit pas se tromper, c'est le mâle alpha qui a le droit d'avoir des relations avec les femelles et c'est le seul. Mais en fait, c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que les autres le font en se cachant. Enfin. Donc on voit vraiment des problématiques très courantes chez les humains aussi. Et puis, alors, d'un point de vue un peu différent, chez les bonobos, on retrouve aussi des traits des humains. Donc c'est vraiment frappant de voir à quel point on est des singes, dans ce livre. Et voilà, c'est pour ça qu'il m'a plu. Notamment parce que je trouve qu'il y a une espèce de prétention de l'humain à vouloir se sortir du règne animal, donc les hommes et les animaux. Moi je reprends régulièrement des enfants qui disent ça en disant c'est pas les hommes et les animaux, c'est les hommes et les autres animaux si on veut, mais on est des animaux. Voilà. Alors, on a des choses spécifiques comme les singes aussi. Et d'ailleurs c'est assez amusant à propos de singes et de chimpanzés, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles ils sont beaucoup plus forts que nous. Grimper aux arbres, c'est évident. Mais par contre, ce qu'on sait peut-être moins, et qui est tout à fait amusant, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles les chimpanzés sont beaucoup plus forts que nous, et où on s'imaginait supérieur. Par exemple, la mémoire à court terme. Ils ont une bien meilleure mémoire que nous. Il y a une expérience amusante qui a été faite, où sur un écran apparaissent 10 numéros, mais pendant un bref instant, peut-être une demi-seconde, on a des petits ronds avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et puis les numéros s'en vont. Et il faut appuyer sur les petits ronds dans l'ordre pour avoir la récompense. Voilà. Et bien on a testé avec des chimpanzés et avec des étudiants, ça marche mieux avec les chimpanzés. Ils ont une bien meilleure mémoire visuelle que nous, donc ils sont capables de taper les nombres de 1 à 10 beaucoup plus souvent que les étudiants. Donc voilà, il y a des choses même cognitives, on s'imaginait supérieurs, largement supérieurs, où les chimpanzés sont finalement meilleurs que nous. Ça, c'est pas dans le livre, parce que le livre regarde plutôt les groupes de chimpanzés et de bonobos comme les sociétés. Mais voilà, ça, c'est un des livres qui m'a le plus marqué. Un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Sokal et Bricmont, sur les impostures intellectuelles, où ils racontent comment ils ont organisé leurs faux articles, parce qu'il faut rappeler un peu cette histoire. En fait, Sokal, je crois que c'est Sokal, a réussi à faire publier dans une revue de philosophie un texte qui en fait était une parodie. Il voulait se moquer du relativisme, du postmodernisme en philosophie, et surtout du fait qu'en philosophie on adore se gargariser avec des choses comme la mécanique quantique qui revient tout le temps. D'ailleurs j'ai croisé une étudiante en philosophie qui me disait qu'elle en avait marre quand on lui parlait de physique quantique, qu'elle n'y connaissait rien, elle avait un cours de 2 heures et ensuite elle devait le caser en gros dans toutes ces dissertations pour avoir une bonne note. Et donc ça énerve beaucoup, ça, Sokal qui est physicien.
Il y a aussi, pareil, les mathématiques, on parlait tout à l'heure de Lacan, c'est pareil, en philosophie c'est bien vu de parler du nombre pi, de je ne sais quoi, enfin tous les trucs à la mode en mathématiques chez eux. De Gödel, oui, Gödel évidemment. Voilà, alors on parle beaucoup de toutes ces choses-là, mais en fait sans rien y connaître, juste des citations, c'est un peu de l'esbrouf, et c'est ce que voulait dénoncer Sokal. Donc il a réussi à faire paraître un texte complètement absurde, parodique, dans une grande revue de philosophie, et en plus, le texte a été, c'est un coup de bol magistral, a été publié dans un numéro spécial de réponse aux critiques du postmodernisme. Donc ça fait un grand scandale, et dans le livre qu'il a écrit avec Bricmont, donc il détaille comment il a construit son texte. Alors il y a plein de choses très amusantes. Malheureusement, certaines des techniques qu'il a utilisées pour que son texte soit accepté fonctionneraient, à mon avis, aussi bien dans n'importe quelle science humaine. Notamment, je pense à un cas au début de l'article, il cite 2 ou 3 fois la même personne. C'est un moment où on rigole bien dans le livre. Il cite 2 ou 3 fois la même personne, et puis il y a une petite note en bas qui dit en fait, les travaux de cette personne n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on raconte, mais ça peut pas nuire de citer 3 fois le rédacteur en chef de la revue. Voilà. Et puis, alors, il a pris un peu de risques aussi en citant Einstein, mais il renvoie en fait à un livre qui est absolument pas scientifique, c'est une autobiographie. Mais c'est passé quand même. Et ce livre, je trouvais très intéressant à cause de ça, pour montrer comment on peut... Ça rejoint un peu le livre de Bouvresse, c'est passé Vertige et Prodige et Vertige de l'analogie. C'est ce que dénonce aussi Bouvresse donc là-dedans. Voilà. Mais là, avec en plus le côté amusant d'avoir pu publier une parodie. Voilà, c'est les 2 premiers livres qui me viennent à l'esprit. Et puis, alors comme on a parlé de psychanalyse, si je pense que c'est un 3e, ce serait Mensonge freudien de Benesto. Il est beaucoup moins connu que le livre noir. On a dit beaucoup de mal de Benesto, j'ai aucune information sur Benesto comme personne, donc j'en sais rien. Moi ce que je sais c'est que j'ai lu son livre et qu'il est extraordinaire parce que c'est un peu la même chose que le livre noir si on veut, de loin, c'est-à-dire une critique de la psychanalyse. Mais contrairement au livre noir, c'est plus universitaire d'un côté, et c'est beaucoup plus détaillé. Et alors c'est vraiment... on peut pas le lire et sans être convaincu, à moins de dire qu'il a menti et qu'il a inventé ses références. Mais vraiment tout est référencé, il y a tous les... voilà, il renvoie au texte pour démontrer que Freud a tout inventé, ce qu'il a raconté, toutes ces guérisons, c'est des inventions. Voilà, je trouve que c'est un espèce de livre noir plus universitaire, donc d'un côté c'est moins accessible aussi, mais je le trouvais plus convaincant. Et c'est le premier que j'ai lu qui critiquait véritablement la psychanalyse. Donc j'en ai gardé un grand souvenir de celui-ci. Ah oui, voilà. Ouais. Parce que mon travail, alors comme maître de conférence, je suis maître de conférence, hein, je considère, moi, que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, que j'ai 3 missions. C'est enseigner à l'université, faire de la recherche, et puis faire de la diffusion scientifique. C'est le 3e point qui pose problème. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que la diffusion scientifique fait partie des missions des universitaires, mais dans les textes, oui, hein, on est quand même censé diffuser. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Et alors, dans la diffusion scientifique, effectivement, j'essaie de développer le rationalisme, l'information scientifique, et donc, oui, je pense que ça peut avoir un effet social sur les choix. Il y a tout un tas de choix de société qu'on doit faire, et qu'on peut difficilement faire raisonnablement si on ne tient pas compte de la science et si on ne raisonne pas, ou si on s'appuie sur des idées reçues. Donc là, le cas dont on vient de parler de psychanalyse et de l'autisme, c'est évidemment un cas très important en ce moment, parce qu'il faut choisir, en gros, est-ce que oui ou non on va continuer à faire de la psychanalyse avec les enfants autistes ou pas. Et même encore plus important que ça, est-ce que oui ou non on va proposer autre chose? Parce que pour l'instant, il n'y a quasiment pas le choix. Il n'y a quasiment que la psychanalyse en France pour s'occuper d'enfants autistes, ce qui fait qu'il y a plein de parents d'enfants autistes qui partent en Belgique pour pouvoir avoir accès à d'autres types de soins. Et ça, malheureusement, les gens essayent de répondre à cette question sans se poser, sans se prendre une posture scientifique, sans tenir compte des résultats qui ont été démontrés, validés, etc. Donc là, la Haute Autorité de la Santé a plus ou moins dit que la psychanalyse était franchement déconseillée pendant le traitement de l'autisme. Mais dans les candidats à la présidentielle, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit qu'ils voulaient suivre
les recommandations de l'AAS. Et malheureusement, il y a pas mal de parents, je dis malheureusement à cause de ce que je pense moi, mais beaucoup de parents d'enfants autistes vont voter en fonction de ça. Ce que je peux comprendre, hein, parce que autant pour la société, c'est pas un enjeu absolument crucial pris dans l'ensemble, autant quand on a un enfant autiste, évidemment, on n'a pas envie d'être toujours coincé. Donc, les gens sont prêts à voter contre leurs convictions politiques pour le candidat qui suivra les recommandations de l'AAS. Et les autres refusent, mais ce n'est pas pour des raisons scientifiques du tout, c'est simplement pour des raisons idéologiques, c'est parce que typiquement dans l'imaginaire collectif, pour des raisons qui m'apparaissent assez peu claires, même qui sont très étranges, la psychanalyse c'est rattaché à la gauche. Enfin, c'est assez bizarre parce que les psychanalystes ne sont pas particulièrement de gauche. On raconte que Lacan lisait le Figaro régulièrement pendant 5 minutes avant de virer un coup de pied au cul, qui était très riche, c'était pas du tout... c'était pas un marxiste, hein. Mais bon, il arrivait quand même à l'université sous la poussée de gens de gauche, et puis c'est resté dans une idée comme ça que les psychanalystes étaient de gauche. Il y en a sûrement de gauche et d'autres de droite, mais enfin, je ne sais pas exactement sur quoi de concret c'est basé. Et donc, à cause de cet amalgame, psychanalyse égale gauche, il y a plein de gauchistes qui disent qu'il faut défendre la psychanalyse, parce que c'est de gauche. Voilà. C'est pas terrible comme argument quand il s'agit de questions, a priori, auxquelles on peut répondre grâce à la science. Donc j'espère, oui, que ce que je fais peut avoir un impact sur la société dans ce type de questions.